Le pouvoir a une odeur, et à l'époque du roi Henri VIII, cette odeur n'était pas celle de l'eau de rose et des épices, mais celle d'une décomposition inéluctable et insidieuse. Nous imaginons la cour des Tudors comme une grande tapisserie de fils d'or, de pourpre royale et de joyaux étincelants, un monde de cérémonies magnifiques et d'autorité absolue. Pourtant, sous ce vernis scintillant de pouvoir, une réalité bien plus âcre suppurait, un royaume invisible de saleté qui prospérait au cœur même de la splendeur royale. Ceci n'est pas une histoire de rois et de reines tels que les portraits s'en souviennent, mais un voyage dans le miasme suffocant qu'ils appelaient leur foyer, une exploration d'un palais où les effluves d'un millier d'âmes menaçaient de noyer sa grandeur. La principale réponse architecturale à cette marée biologique incessante n'était pas le fruit d'une ingénierie sophistiquée, mais d'un détournement grossier, presque brutal. Pour les quelques privilégiés dont les appartements se situaient à l'intérieur des épais murs extérieurs du palais, l'assainissement se résumait à un petit cabinet froid connu sous le nom de garde-robe, un nom qui suggérait par euphémisme un lieu de rangement pour les robes, mais dont la véritable fonction était bien plus élémentaire. Il s'agissait d'un simple siège en pierre ou en bois, perché au-dessus d'un conduit vertical, un passage direct et sans cérémonie vers le monde d'en bas. Ce qu'il offrait en intimité, il le sacrifiait en contribuant à une horreur collective plus grande, les douves du palais. Cet anneau d'eau défensif, autrefois fier symbole de fortification, fut transformé par une centaine de ces conduits en un collier stagnant et putride d'eau usée brute, un col purulent d'effluves humains, qui encerclait le cœur du royaume. Dans la chaleur de l'été, un miasme presque visible s'élevait de ces profondeurs troubles, un parfum inéluctable de décomposition qui s'infiltrait à travers les pierres mêmes du palais, un rappel constant de la saleté qui gisait juste au-delà des murs. Mais pour la grande majorité de la cour, même cette sinistre commodité était un luxe. Au Grand Palais de Hampton Court, une solution plus ambitieuse fut construite, un monument à la nécessité commune connu sous le nom de la Grande Maison d'Aisance. Il ne s'agissait pas d'un cabinet privé, mais d'un grand édifice en briques de 2 étages, un véritable temple de la défécation. À l'intérieur, sur de longues poutres de chêne poli, se trouvaient des places pour 28 hommes, côte à côte, sans cloison ni paravent pour offrir le moindre semblant de dignité. Ici, les grands seigneurs et les humbles commis de la cour s'asseyaient ensemble dans un étrange tableau de nivellement social, leur conversation se mêlant au son de leurs desseins biologiques communs. Ce grand cloaque ne se déversait pas dans les douves. Son vaste drain maçonné, une merveille de l'ingénierie Tudor, canalisait les déchets combinés de l'élite de la cour dans un voyage bien plus grandiose, les rejetant tous directement dans les eaux vives de la Tamise, empoisonnant l'artère même de la nation avec les rebuts de sa classe dirigeante. Pourtant, même ces efforts monumentaux pour institutionnaliser la saleté n'étaient que des îlots d'ordre dans un océan de chaos, car là où les structures officielles ne parvenaient pas à répondre aux besoins immédiats d'un millier de corps sans contrainte, une forme de crasse bien plus intime et envahissante prenait racine. La véritable réalité sanitaire du palais des Tudors ne se trouvait pas dans les grandes latrines communes, mais dans l'humble pot de chambre, l'omniprésent récipient en céramique ou en étain qui était le compagnon constant de chaque courtisan, du plus grand au plus petit. Ces pots, remplis tout au long du jour et de la nuit, représentaient un millier de flux de déchets individuels qui devaient trouver leur chemin vers l'extérieur, et leur voyage était souvent court et brutalement direct. L'air des nombreuses cours du palais était fréquemment ponctué par le cri perçant de « Gare à l'eau », un avertissement hâtif avant que le contenu d'un pot ne soit cérémonieusement projeté d'une fenêtre en hauteur, s'éclaboussant sur les pavés ou le sol boueux en contrebas. Ces espaces clos, destinés à être des oasis de lumière et d'air, étaient transformés en arènes fétides et détrempées de détritus, des paysages de contamination désinvoltes où il fallait marcher avec une extrême prudence. Mais la véritable horreur, le détail qui témoigne le plus profondément du décalage de l'époque avec nos sensibilités modernes, était que les déchets n'atteignaient pas toujours l'extérieur. Dans un complexe tentaculaire de couloirs sans fin, d'escaliers en colimaçon et d'alcôves cachées, le trajet jusqu'à des latrines désignées ou même une fenêtre pouvait être long et peu pratique. Ainsi, le palais lui-même devint une latrine. Les courtisans, poussés par la commodité, se soulageaient directement dans les cheminées ouvragées des chambres inutilisées, dans les coins sombres des couloirs,
ou même derrière les magnifiques et inestimables tapisseries qui ornaient les murs, leurs belles scènes tissées de mythes et d'histoires dissimulant une réalité insidieuse d'humidité et de décomposition. Le problème devint si endémique, si corrosif pour le décorum de la cour, que le roi lui-même fut contraint de publier des proclamations officielles, des édits interdisant explicitement à quiconque d'uriner ou de déféquer dans les couloirs et les grandes salles du palais. L'existence d'une telle loi est la preuve la plus accablante du crime. Les grandes demeures de la dynastie Tudor pourrissaient non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur, se noyant dans la marée même d'humanité qu'elles avaient été construites pour contenir. Si l'air était chargé de l'ammoniaque des mictions occasionnelles et si les cours étaient des paysages périlleux de détritus jetés, alors le sol même sur lequel la cour marchait était un réceptacle de crasse bien plus patient et peut être plus insidieux. Les grands sols en pierre du palais n'étaient pas laissés nus au froid, mais étaient recouverts, pour la chaleur et le confort, d'un épais tapis de jonc ou de paille fraîchement coupé. Lorsqu'il était fraîchement posé, ce revêtement emplissait les grandes salles de l'odeur douce et propre de la prairie, une illusion temporaire de pureté pastorale. Mais l'illusion était fugace. Le principe d'entretien n'était pas celui du remplacement mais de l'accumulation. Lorsque la couche supérieure devenait trop souillée, trop aplatie et tachée par le passage d'un millier de pas quotidiens, elle n'était pas enlevée et brûlée. Au lieu de cela, une nouvelle couche de jonc frais était simplement répandue sur l'ancienne, enterrant la saleté sous un mince vernis de fraîcheur. Ce processus, répété sur des mois et parfois, chose inimaginable, sur des années, créait une sorte de stratification géologique de la décomposition. L'érudit hollandais Erasme, en visite en Angleterre à cette époque, consigna sa profonde horreur face à cette pratique, décrivant un tapis compressé et purulent qui, dans certaines maisons, était resté intact pendant 2 décennies. Il a chroniqué ce qui se trouvait à l'intérieur de ce vil substrat, une concoction impie de bière et de graisse renversée des tables de festin, d'os jetés et rongés jusqu'à la moelle par les chiens, de crachats et de vomissures des courtisans, de l'urine des hommes et de leurs animaux, et d'innombrables autres restes organiques innommables. Chaque pas sur ce tapis dense et humide enfonçait la saleté plus profondément ou, pire encore, libérait une petite bouffée d'air putride et ancien. Le sol n'était pas du tout un sol. C'était un organisme vivant de saleté, une tombe peu profonde et non documentée pour les détritus quotidiens de la cour, une archive spongieuse, en décomposition de chaque repas, de chaque accident, de chaque moment d'indiscrétion désinvolte, garantissant que les habitants de ces magnifiques salles n'étaient jamais vraiment libérés de la saleté qu'ils créaient, car ils marchaient sur son histoire à chacun de leurs pas, le sol même sous leurs pieds étant un témoignage de la décomposition accumulée, et l'air un épais cocktail de déchets et de détritus. L'esprit moderne se tourne naturellement vers la question de la propreté personnelle, cherchant quelque réconfort dans l'image d'un noble parfumé sortant propre d'un bain fumant. Mais c'est un fantasme né d'une autre époque, car dans la vision du monde des Tudors, l'acte de se baigner n'était pas un chemin vers la santé, mais une invitation directe à la mort. La philosophie médicale dominante de l'époque n'était pas celle des germes, mais des miasmes. La croyance que la maladie était transportée par un air fétide et pestilentiel et que la plus grande défense du corps humain était sa propre intégrité scellée. S'immerger dans l'eau chaude revenait à commettre un acte d'une profonde imprudence. C'était ouvrir les pores de la peau, rendant le corps aussi vulnérable qu'une forteresse non défendue, permettant aux poisons invisibles de l'air de s'engouffrer et de corrompre les humeurs. Ainsi, éviter le bain était un acte délibéré et calculé d'autoconservation. À la place, l'aristocratie pratiquait une forme de nettoyage à sec, se frottant vigoureusement la peau avec de fins linges pour absorber la sueur et la crasse de la journée et changeant fréquemment leurs sous-vêtements de lin, permettant aux tissus propres d'évacuer les impuretés du corps. C'était la marque d'un individu véritablement riche. Non pas l'odeur du savon, mais la capacité de s'offrir une nouvelle couche de lin blanc, immaculé, chaque matin. Pour la grande majorité, cependant, de tels luxes étaient inimaginables. Le résultat était une odeur humaine constante et omniprésente, une réalité de base de sueur et de peau rance, qui devint la toile de fond universelle de la vie de cour.
Toute la culture du parfum n'était donc pas une question de mise en valeur, mais de défense désespérée. Les parfums n'étaient pas une affectation mais une nécessité, une forme d'armure olfactive. Les courtisans s'aspergeaient de senteurs puissantes et lourdes de musc et de civet, non pas pour attirer mais pour repousser, pour se tailler un petit espace respirable dans la foule suffocante de l'humanité non lavée. Ils portaient des pomandeurs, des sphères métalliques ouvragées remplies d'ambre gris et d'épices, qu'ils portaient à leur nez comme des naufragés cherchant une dernière bouffée d'air pur, une bataille constante et futile pour masquer la vérité indéniable de leur propre existence mal lavée. Et pourtant, à l'épicentre même de cet univers tourbillonnant d'odeurs humaines et de déchets accumulés, il existait une zone d'exception presque inimaginable, un sanctuaire où les règles du miasme et la peur de l'eau étaient tenues en suspens par la force pure et inattaquable de la volonté royale. Car le roi lui-même, Henri VIII, ne souscrivait pas aux mêmes privations hygiéniques que ses sujets, existant sur une île d'une pureté impossible au milieu de la mer de la saleté collective de sa cour. Tandis que ses nobles se frottaient avec du lin et portaient des épices à leur nez, le roi disposait d'un niveau de technologie sanitaire qui relevait du miracle pour le XVIe siècle. Dans ses palais bien-aimés, notamment à Hampton Court, il avait fait construire pour son usage personnel une salle de bain d'une sophistication étonnante. Là, un serviteur dévoué connu sous le nom de Groom of the Stool, un poste d'une intimité et d'une influence incroyable, supervisait les ablutions royales, un processus facilité par la fourniture presque magique d'eau courante chaude et froide, acheminé par un système complexe de robinets en laiton contrôlé par un préposé spécialisé, appelé tourneur de robinet. Il ne s'agissait pas de l'éclaboussure rapide et craintive d'un courtisan nerveux, mais d'un rituel de nettoyage délibéré et luxueux. Dans cette chambre remplie de vapeur, doublée de bois précieux et suspendue de riches tapisseries, le roi pouvait se prélasser dans une baignoire profonde, lavant la crasse et la sueur de la journée, avec des savons chers et parfumés, son corps oint d'huile odorante, une contradiction frappante et presque blasphématoire avec la sagesse médicale de ses propres médecins. Mais cette méticulosité personnelle, cette obsession royale de la propreté, était un acte profondément isolant. Elle ne servait en rien à nettoyer le palais lui-même. Elle ne faisait que souligner le gouffre immense et infranchissable entre le souverain et son peuple. Le corps propre du roi était un symbole de son statut unique, aussi distinct des masses non lavées de sa propre cour que son droit divin le séparait de leurs lois et de leur mortalité. Il était un homme unique et immaculé, se déplaçant dans un monde de sa propre création qui pourrissait activement autour de lui, son confort personnel une bulle de déni parfumé face à la vérité accablante et purulente de son royaume. Si la chambre privée du roi était un îlot de pureté, les cuisines du palais étaient le cœur volcanique du royaume, un vaste et terrifiant moteur de consommation dont le sous-produit était un torrent constant et jaillissant de saletés organiques. De l'extérieur, les cuisines étaient la source des légendaires festins Tudor, le point d'origine des cygnes rôtis, des tourtes imposantes et des montagnes de viande luisante qui proclamaient la richesse et la virilité du monarque. Mais pénétrer dans ce complexe tentaculaire de celliers, de garde-manger et de bouillanderie, c'était entrer dans un autre royaume, un enfer dantesque de feux rugissants, de fumée étouffante et du labeur incessant et frénétique de centaines de serviteurs. Ici, l'échelle de l'hospitalité royale était rendue dans sa forme la plus brutale. La subsistance quotidienne de plus d'1 millier de courtisans exigeait une procession incessante de morts. Des troupeaux entiers de bœufs et des volées de moutons étaient conduits dans l'enceinte du palais pour y être abattus sur place, leur sang tachant les pavés et leurs cris d'agonie se répercutant sur les mêmes murs qui abritaient le roi. C'était une industrie à une échelle terrifiante, et elle produisait des déchets à la hauteur. Il n'y avait pas de camions frigorifiques, pas d'unité d'élimination sanitaire. Les sous-produits du festin étaient traités de la manière la plus immédiate et la plus expédiente possible. Des seaux débordant d'entrailles chaudes et fumantes étaient transportés depuis les abattoirs et déversés en tas dans la cour la plus proche. Des rivières de sang et d'eau graisseuse étaient évacuées par des canaux qui se déversaient directement dans les douves déjà surchargées ou dans la Tamise. De grands monticules d'os, dépouillés de leur viande, s'entassaient en attendant d'être finalement collectés. Cette masse toujours présente et croissante de matière animale en décomposition ajoutait un nouveau cheur particulièrement nauséabond
à la symphonie de puanteur du palais, l'odeur écœurante et douce du vieux sang et l'odeur âcre et rance de la graisse en putréfaction. La cour des Tudors, dans sa faim insatiable, avait créé un banquet permanent en plein air. Non pas pour ses nobles, mais pour les légions grouillantes de mouches, d'asticots et de rats qui allaient bientôt définir la vie au sein de la résidence royale. Là où le banquet de déchets humains et animaux était dressé, les invités non conviés arrivaient inévitablement pour festoyer. Les palais d'Henri VIII n'abritaient pas seulement sa cour. Ils constituaient un écosystème florissant et autonome pour un royaume entièrement différent, une cour de l'ombre de la vermine qui régnait en maître dans les murs, les sols et les tissus de la résidence royale. C'était la conséquence logique et vivante de toute la saleté qui avait été si méticuleusement détaillée. Les grands sols de joncs purulents n'étaient pas seulement un tapis de décomposition, mais une métropole grouillante pour les puces et un terrain de chasse pour les corps lisses et sombres des rats et des souris qui furetaient à travers ces couches compressées. Les magnifiques et coûteuses tapisseries qui dépeignaient des batailles héroïques et des allégories bibliques étaient elles-mêmes les hôtes d'une invasion plus lente et plus patiente, leurs épais fils de laine offrant un habitat parfait de la taille d'un continent pour des colonies de poux et leurs œufs tenaces. Et la nuit, lorsque la cour cherchait enfin le repos, il n'y avait pas de véritable échappatoire, car les lits mêmes dans lesquels ils dormaient étaient eux-mêmes compromis. Les matelas bourrés de paille, chauds, sombres et imprégnés de la sueur de leurs occupants humains, étaient un paradis pour l'insidieuse punaise de lit qui sortait des coutures et des crevasses pour se nourrir aux heures tranquilles du matin. C'était une affliction véritablement démocratique, une infestation qui ne reconnaissait pas les hiérarchies soigneusement construites de la cour. Un pou s'installait dans les cheveux impeccablement coiffés d'une dame d'honneur aussi volontiers que dans les mèches emmêlées d'une soubrette. Une puce née dans les joncs sautait sur les chausses de velours d'un duc avec la même indifférence vorace qu'elle montrait à un garçon d'écurie. Il n'y avait aucun sanctuaire. La vie se déroulait au son constant et exaspérant de minuscules pieds furtifs dans les murs et d'une démangeaison persistante et inéluctable de la peau. La vermine était la véritable héritière du palais des Tudors, une armée silencieuse et grouillante qui prospérait sur la décomposition, un rappel constant et rampant que malgré tout son or et sa grandeur, la cour d'Henri VIII était un royaume bâti sur sa propre magnifique saleté et lentement consumé par elle. Le palais étant désormais établi comme un domaine florissant pour la vermine et un réceptacle pour toutes les formes imaginables de déchets humains et animaux, la conséquence finale et inévitable commença à se manifester, non pas comme une entité visible, mais comme un fléau invisible et silencieux. C'était l'époque avant la connaissance des germes, un temps où la maladie était un fantôme mystérieux, un alignement malveillant des étoiles, une punition de Dieu, ou un miasme fétide qui s'élevait de la terre corrompue. Pourtant, si les Tudors manquaient de la science pour comprendre le mécanisme de leur malheur, ils ne pouvaient échapper à ces effets brutaux. Les conditions mêmes qu'ils avaient créées transformèrent la cour royale d'une forteresse du pouvoir en un piège mortel méticuleusement conçu. L'eau qu'ils puisaient parfois dans la Tamise, épaisse des effluents de la grande maison d'Aisance, devint un vecteur du flux de sang, une violente dysenterie qui vidait un homme de l'intérieur, le laissant comme une cosse desséchée. Les puces qui se régalaient des rats dans les murs et des joncs sur les sols transportaient leurs propres agents microscopiques de mort, propageant la pestilence à chaque morsure. Mais aucune affliction ne semait plus la terreur dans les cœurs de la cour que la mystérieuse suette anglaise, une peste singulièrement terrifiante qui se déplaçait avec la vitesse d'une vipère qui frappe. Un courtisan pouvait être en parfaite santé au petit déjeuner, se plaindre d'un léger frisson au déjeuner et être mort avant le repas du soir, son corps ayant été ravagé par une fièvre violente, une transpiration abondante et un arrêt rapide et angoissant de ses fonctions vitales. Ce n'était pas une maladie lente et débilitante. C'était une embuscade biologique, et elle transforma les salles scintillantes du palais en une galerie de la paranoïa. Chaque toux, chaque perle de sueur, chaque faiblesse momentanée était considérée avec suspicion et terreur. La cour, conçue pour être une vitrine de la magnifique vitalité du roi, devint un lieu où la mort était le courtisan le plus constant et le plus imprévisible de tous, un invité silencieux qui se déplaçait invisiblement à travers les chambres bondées, né de la saleté même que la cour produisait si négligemment, une récolte implacable et invisible fauchée des graines de leur propre crasse. Confrontés à un environnement devenu un moteur auto-entretenu de maladies,
une forteresse dont les fondations mêmes étaient saturées des agents de sa propre destruction, la cour des Tudors adopta la seule solution qui s'offrait à elle, une solution de mouvement radical et perpétuel. Le célèbre périple royal, cette grande et étincelante procession du monarque à travers les comtés de son royaume, est souvent présentée par l'histoire comme une affaire de théâtre politique et de nécessité logistique, un moyen pour le roi de voir et d'être vu par ses sujets tout en consommant les ressources de ses nobles les plus riches. Mais sous ce vernis majestueux se cachait une motivation bien plus primaire, plus désespérée. La cour ne faisait pas que progresser, elle fuyait. C'était un royaume de fugitifs royaux, constamment en fuite devant un ennemi de sa propre création, sa propre puanteur. Lorsqu'un palais, que ce soit Whitehall, Greenwich ou Hampton Court, avait absorbé sa capacité absolue de saleté, lorsque les sols de jonc étaient devenus un risque biologique, les douves une soupe noire d'eaux usées, et l'air même une vapeur épaisse et irrespirable de décomposition, l'ordre était donné. Le grand exode commençait. 1 millier de courtisans, de serviteurs et de fonctionnaires emballaient le trésor royal, les tapisseries, les meubles et la machinerie du gouvernement, et entamaient le lent et lourd voyage vers la prochaine résidence royale. Une résidence qui s'était reposée, vide et propre, en attendant leur arrivée. Ils fuyaient les conséquences de leur propre existence, cherchant un asile temporaire dans un lieu pas encore saturé de leur présence. Derrière eux, dans les salles résonnantes du palais abandonné, une équipe réduite de serviteurs robustes entamait la tâche herculéenne du grand nettoyage. Les anciens joncs pourrissants étaient raclés des sols et brûlés dans de grands bûchers, les dalles de pierre frottées avec du sable et de la lessive, les fosses d'aisance vidées au cœur de la nuit par les sinistres vidangeurs, et les fenêtres grandes ouvertes au vent, permettant au bâtiment, pendant quelques précieux mois, de respirer à nouveau, de se purger de la pestilence humaine qui l'avait abrité. Tel était le grand cycle tacite du pouvoir Tudor. Arriver, consommer, souiller et fuir. Laissant derrière eux une traînée de palais épuisés, chacun étant un monument à une cour si puissante qu'elle pouvait commander une nation, et pourtant si primitive qu'elle pouvait être mise en déroute par sa propre magnifique et inéluctable saleté. Pour vraiment comprendre ce monde perdu, il faut tenter l'impossible, respirer son air, reconstituer la réalité olfactive accablante qui était l'essence même de la vie à la cour d'Henri. C'était une symphonie de puanteur, une agression complexe et stratifiée des sens, composée en mouvements de décomposition croissante. La note de fond, le bourdonnement profond et fondamental sur lequel tout le reste était construit, était l'odeur de la terre et de l'eau, retournée contre elle-même. C'était le souffle lourd et sulfureux des douves, une odeur humide et écœurante de déchets humains, laissés à pourrir sous le soleil, une odeur qui s'accrochait aux murs de pierre et montait comme une marée fantomatique les soirs humides. Sur cette fondation s'édifiait le deuxième mouvement, l'odeur des grandes salles elles-mêmes. C'était le parfum des joncs, une odeur de moisie et de renfermée de végétation humide en décomposition, aiguisée par la saveur âcre de la bière éventée, l'acidité du vin renversé, et le fantôme faible et persistant de 20 ans de détritus accumulés, une odeur qui s'échappait du sol à chaque pas. Puis venait l'odeur brutale et viscérale des cuisines, une explosion percutante de réalité animale, l'odeur cuivrée et métallique du sang frais, la puanteur rance de la graisse bouillante, et le parfum doux et nauséabond des entrailles et des abats empilés dans les cours, un rappel constant et inévitable du cycle incessant de l'abattage nécessaire pour nourrir la cour. Tissée à travers tout cela se trouvait l'odeur la plus intime et la plus envahissante de toutes, celle de l'humanité elle-même. C'était l'odeur aigre et piquante d'1 millier de corps non lavés, la chaleur animale de la laine et du lin trempé de sueur, l'haleine fétide des dents cariées, un brouillard de présence humaine qui était le plus épais dans la chambre de présence bondée. Et puis, s'écrasant sur tout cela, venait le dernier mouvement, désespéré, l'odeur du déni. C'était la douceur vive et écœurante des parfums de la cour, les lourds nuages d'encens, les épices odorantes des pommes d'ambre, une tentative frénétique de masquer l'horreur. Mais ces senteurs ne dissimulaient pas. Elles ne faisaient que rivaliser, créant un accord final et cauchemardesque, une cacophonie écœurante d'eau de rose et de pourriture,
de musc et de moisissure, d'épices et d'eau usée. Une odeur si profondément dégoûtante, si complètement accablante, qu'elle devint la vérité déterminante et tacite d'un âge d'or. Et nous voilà donc face à un paradoxe profond et troublant, la grande et durable contradiction de l'ère Tudor. Nous regardons les portraits laissés par les maîtres peintres, le regard sévère et autoritaire du roi, les visages pâles et sereins de ses reines, et nous voyons une image d'ordre suprême, d'immense richesse et d'autorité inébranlable, un monde rendu dans les lignes nettes et propres du génie. Nous lisons les histoires, les chroniques de grandes batailles, de changements sismiques dans la religion et la politique, et nous imaginons un monde de hautes ambitions et de grands desseins. Mais c'est le grand mensonge que l'histoire raconte, l'illusion soigneusement entretenue que le pouvoir projette pour dissimuler sa propre vérité désordonnée, organique et souvent dégoûtante. L'histoire de la cour d'Henri VIII témoigne du fait que la magnificence est souvent un masque, que les âges d'or les plus brillants peuvent être bâtis sur une fondation littérale de saleté. Le fil d'or de la tapisserie, l'éclat des joyaux, la rhétorique envolée de la proclamation royale, tout cela faisait partie d'un acte de propagande désespéré et continu, un effort pour imposer un récit d'ordre divin et de propreté sur une réalité de décomposition chaotique et incontrôlable. La saleté n'était pas une simple note de bas de page de la grandeur. Elle en était l'ombre inséparable, le prix secret de la concentration de tant de vie et de pouvoir en un seul lieu. Elle nous rappelle brutalement que le passé dont nous héritons est toujours une version éditée, une histoire dont les détails les plus viscéraux et les plus désagréables ont été effacés. Le véritable héritage de la cour d'Henri n'est donc pas seulement son art ou sa politique, mais cette leçon cruciale et de mise en garde que nous devons toujours remettre en question les belles surfaces du pouvoir et nous demander quelle souillure invisible et non consignée se cache juste en dessous, dans les couches sombres et silencieuses d'une histoire qui n'a pas d'odeur.